Nous sommes de retour pour une demi-heure d'information. L'actualité ce mercredi avec tout d'abord cette question. Que retenir des partenariats stratégiques tissés entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne? Un cadre pour dresser le bilan de l'année et faire des projections. C'est le dialogue du partenariat. La 8e session s'est ouverte ce matin à la primature. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire peuvent compter sur le soutien du gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Un message réitéré par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée. La commune de Yopougon a abrité la célébration officielle. Et puis en France, moins de 6 mois après le coup de massue de la dissolution, l'Assemblée nationale a renversé le gouvernement de Michel Barnier, un geste inédit depuis 1962. La motion de censure du nouveau Front populaire a été votée par 331 députés, soit 43 de plus que le seuil requis de 288 voix. Bonsoir à tous. Je le disais à l'instant, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne font le point de leur coopération. Un cadre pour dresser le bilan de l'année et faire des projections. C'est le dialogue du partenariat. La 8e session s'est ouverte ce matin à la primature. Les détails de Franck Aquadio. C'est un rendez-vous annuel entre la Côte d'Ivoire, partenaire privilégié, et l'Union européenne, une journée d'échange multisectoriel autour de thématiques précises découlant de l'accord de Samoa en novembre 2023. Pour cette 8e session, le dialogue partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne s'articule comme prévu autour de la politique et de la sécurité, du commerce et des investissements, puis aborde les questions de développement durable. En 10 ans, les importations européennes en Côte d'Ivoire ont doublé grâce à l'APE. Et les exportations ivoiriennes vers l'Europe ont augmenté de 70%. En 2023, le volume d'échange atteint 9,2 milliards d'euros. Mais bien sûr, nous pouvons faire encore mieux. La Côte d'Ivoire est indéniablement un pays clé, doté d'un potentiel économique immense et qui promeut la stabilité régionale. Cette année, nous aborderons les thématiques suivantes dans notre dialogue. La situation politique, le nouveau cycle électoral, bien sûr, la sécurité nationale et sous-régionale, les relations économiques et le développement durable. Et suite à l'absorption complète des fonds déjà alloués à la Côte d'Ivoire pour la période 2021-2024, qui se chiffrait à 228 millions d'euros, je suis heureuse de pouvoir annoncer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire bénéficiera d'une nouvelle allocation pour la période 2025-2027 qui se chiffre à 153 millions d'euros et ça fait un chiffre tout rond de 100 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, pour sa part, intégrant cet apport européen, relève l'excellence du modèle de gouvernance de la Côte d'Ivoire, un modèle inclusif et participatif. L'adhésion de notre pays à plusieurs accords économiques bilatéraux avec l'Union européenne, notamment l'accord des partenariats économiques intérimaires, l'accord de pêche, l'APV FLEG, témoigne de notre volonté de maximiser les opportunités commerciales et d'investissement avec nos partenaires européens. Nous restons convaincus que pour maintenir le dynamisme économique de notre pays et assurer une transformation structurelle de notre économie, des investissements massifs sont nécessaires, notamment dans les infrastructures, l'innovation et le capital humain. Nous pensons que notre partenariat avec l'Union européenne constitue un creuset pour l'accélération de cette transformation et la consolidation de notre rôle de hub économique en Afrique de l'Ouest. Après le discours officiel, place aux travaux en commission entre Union européenne et ministères sectoriels. Notons que l'UE est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire avec un volume d'exportation de 45% et 35% d'importation. On reste sur le volet économie avec la présentation du projet de budget 2025 devant les sénateurs. Les ministères d'État, ministère de la Défense, celui de l'Intérieur et de la Sécurité, les ministères de la Justice et des Affaires étrangères ont présenté leurs besoins de financement pour l'exercice 2025. Didier Nguessan, Célestin Fordeau. Au deuxième jour de la présentation du projet de budget 2025 de l'État devant la Chambre haute du Parlement, le Sénat, les 3 ministères en charge de l'enseignement, de la formation et de la recherche ont exprimé leurs besoins de fonctionnement et de financement de projets. L'éducation nationale mobilise 1 439 519 millions de francs CFA.
L'enseignement supérieur sollicite 328 487 millions de francs CFA et l'enseignement technique nécessite plus de 162 milliards de francs CFA. Avec ce budget, je pense que tout ce qui est au niveau infrastructurel, par exemple, tout ce qui est réhabilitation, tout ce qui est construction, tout ce qui est équipement, je pense qu'on a les moyens de faire peut-être pas la totalité, mais de faire une bonne partie et également de recruter ne serait-ce que les enseignants, chercheurs et chercheurs dont nos 3 ministères ont besoin pour continuer leur développement. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, pour poursuivre les chantiers de la fonction publique et moderniser l'administration, décline ses besoins. Ce projet de budget de 45 milliards 599 372 669 francs CFA, après adoption, permettra à mon département ministériel de concrétiser ses actions stratégiques, de renforcer la qualité et l'efficacité du service public. En charge de collecter les fonds de l'État et de les gérer au mieux pour l'ensemble des 15 339 milliards de francs CFA de budget national, les 3 autres ministères membres de la mission Administration générale et développement économique situent leur projet de budget. Le budget du ministère des Finances se chiffre globalement à 7 465 milliards. Il s'agit de la modernisation des outils et méthodes de gestion du trésor public, le renforcement de la sécurité du système d'information comptable du trésor public et en matière monétaire, il s'agit donc de l'accroissement de la mobilisation de l'épargne privée. Le projet de budget 2025, le budget de 29 milliards 85 509 907 francs sollicités devrait permettre la mise en œuvre de ces différents chantiers à travers les 5 programmes du ministère. C'est un budget pour le ministère qui s'élève à 44,3 milliards de francs CFA. Il se répartit, on va dire, principalement autour d'une subvention à la CNAPIE, la société en charge de gestion du patrimoine immobilier de l'État, de près de 20 milliards, et puis 14,7 milliards qui sont affectés aux différents programmes du ministère. Les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières, après amendement, ont tous adopté les différents crédits ouverts pour l'ensemble de ces ministères. Et dans le domaine de la Défense, voyons cette rencontre ce mardi entre le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et Amanda Dory, sous-secrétaire à la Défense pour la politique des États-Unis d'Amérique. Une visite de travail qui a permis de revisiter le bon niveau de coopération entre la Côte d'Ivoire et les USA. Walter Amadou Ouattara. Amanda Dory, secrétaire d'État adjointe à la Défense pour la politique des États-Unis, reçue par le ministre d'État, ministre de la Défense. Il s'agit d'une visite de travail et d'amitié. Elle permet à Téné Birahima Ouattara de rappeler l'excellent niveau de la coopération entre les deux nations, surtout au plan militaire. Il y a moins d'1 mois, nous avons procédé à la signature de 2 accords de coopération. L'un portant sur un don de 12 véhicules blindés à nos forces qui sont stationnés dans la zone opérationnelle Nord. Et le deuxième accord de coopération portant sur un programme de formation pour projeter nos éléments dans la zone opérationnelle Nord. En plus de ces 2 accords, je dois dire que nous avons aussi l'avantage d'avoir 2 de vos aéronefs qui sont stationnés à Boaké, prêts donc à évacuer donc, les personnes qui seraient blessées au cours des opérations. Donc tout ceci montre un peu l'importance donc des relations que la Côte d'Ivoire entretient avec les États-Unis. Sur cette même lancée, l'hôte du jour revient sur la récente intégration de la Côte d'Ivoire dans le programme de partenariat d'État PPE du Bureau de la Garde nationale américaine. Amanda Dory affiche davantage sa volonté de contribuer à la promotion des relations entre son pays et le nôtre. Le ministère de la Défense considère la Côte d'Ivoire comme un partenaire stratégique clé dans la lutte contre une série de menaces communes et dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest et sur le continent. Nous reconnaissons que la Côte d'Ivoire est en première ligne face à la menace des organisations extrémistes violentes émanant du Sahel.
Nous avons conscience de l'ampleur des défis auxquels vous êtes confrontés dans la défense de vos frontières nord et nous saluons vos efforts d'investissement de défense pour y parvenir. Le ministre, directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, ont pris part à cette rencontre. Une autre rencontre, il s'agit de la 4e réunion du comité du dialogue social de la fonction publique. La ministre d'État Anne-Désirée Oloto était face aux organisations syndicales. Ces derniers ont été exhortés à privilégier la voie du dialogue. Grace Kando. 4e réunion ordinaire du comité de dialogue social de la fonction publique élargie à des structures non statutaires. Au cours des échanges, plusieurs sujets abordés, notamment le respect des clauses de la 2e trêve sociale par les organisations syndicales signataires, l'harmonisation de la grille salariale, la question des primes et le dialogue comme seul moyen de faire aboutir les revendications. Nous invitons l'ensemble des familles d'emploi du secteur de la fonction publique à cultiver l'harmonie et c'est pourquoi nous voulons régler la question des primes et indemnités dans un cadre transversal pour que toute famille d'emploi qui existe dans la fonction publique de Côte d'Ivoire ait une prime, ait une indemnité pour que l'équité soit au rendez-vous de la solution. Et cela, nous ne pouvons que le faire que si nous-mêmes, nous sommes dans l'harmonie et que les familles d'emploi sont complémentaires pour l'efficacité et l'efficience du service public en Côte d'Ivoire. Pour maintenir le cap du dialogue, la ministre d'État Anne-Désirée Oloto annonce des réunions sectorielles. Nous devons faire en sorte que les acteurs des comités sectoriels de dialogue social se parlent, mettent le doigt sur les problèmes qui mettent en quelque sorte à mal le fonctionnement de ces comités sectoriels. J'ai écouté les représentants des différentes organisations syndicales présentes et je me rends compte qu'en réalité, on a juste besoin de quelques petits efforts pour nous parler, pour nous écouter, pour nous comprendre et pour continuer d'avancer ensemble. Nous avons, au cours de nos échanges, compris l'intérêt de faire en sorte que notre pays demeure en paix. Renforcer la confiance entre le gouvernement et les partenaires sociaux afin de décrisper le climat dans l'administration publique, tel est le vœu de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Voilà, les fonctionnaires peuvent donc compter sur les efforts du gouvernement, tout comme les personnes handicapées dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Un message réitéré par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée. La célébration officielle s'est déroulée à Yopougon. Jean-Marc Adjadji. Les 500 000 personnes en situation de handicap veulent prendre toute leur place dans les lieux de pouvoir et de décision en Côte d'Ivoire. Voici tout le credo de leur mobilisation pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, JIPH 2024. À l'occasion de cette commémoration, les personnes handicapées interpellent le gouvernement sur les stéréotypes et la reconnaissance de leurs valeurs. Nous souhaitons que l'âge limite pour le recrutement dérogatoire soit relevé. Parce que quand on a une personne handicapée, qu'on a le CP, et qu'à 50 ans, on ne travaille pas, c'est cette personne-là qui est handicapée. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre, entre autres, la mise en place de structures d'accompagnement dans la création du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Des avancées notables pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Le recrutement encore de 200 personnes en 2024, qui portera ainsi le nombre de personnes en situation de handicap recrutés à la fonction publique à 2307. Le projet d'insertion des personnes vulnérables, inscrit au programme social du gouvernement 2, a également enregistré des résultats remarquables. L'édition 2024 de la JIPH s'inscrit dans la vision Côte d'Ivoire solidaire du chef de l'État Alassane Ouattara, selon le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo, parrain de la JIPH 2024. Grâce à la politique d'un homme qui depuis son accession à la magistrature a fait de la politique de l'emploi, au sein de cette politique, une place de noblesse, une place de respect, une place de dignité pour les personnes en situation de handicap. Ce sont près de 5000 équipements orthopédiques qui ont été distribués aux personnes en situation de handicap.
Des actions de sensibilisation sont prévues par le ministère de tutelle dans tout le pays pour la promotion d'une société inclusive. Et pour une insertion professionnelle à tous les étages, la RTI a ouvert ses portes à ce jeune non-voyant. Moyanga Kevin rêve de présenter un jour le journal télévisé. Il a donc été imprégné de la préparation du 20h. Khalil Diomandé nous en parle. Ce mardi 3 décembre, journée mondiale des personnes handicapées, Kevin, malvoyant depuis l'âge d'1 an, s'apprête à vivre un après-midi pas comme les autres. En dépit de son handicap visuel, il n'a pas perdu de vue son objectif. Inscrit en Master 1 d'anglais, Kevin caresse toujours le rêve d'être journaliste. La direction des journaux d'information de la RTI 1 lui ouvre donc ses portes le temps d'une immersion. Merci infiniment au directeur général de la RTI, merci à tout le personnel. Depuis tout petit, en écoutant la radio ou en suivant la télé, j'ai toujours aimé rencontrer une fois, un jour de ma vie, ces personnes-là, illustres qui passent tout le temps à la télé et aussi pouvoir exercer ce métier-là dans l'avenir. Il est 15h, Kevin est invité à prendre part à la conférence de rédaction. C'est à cette réunion que se préparent les grandes articulations du journal télévisé. Comme il ne l'a pas fait aussi en tant que ministre, on peut mettre 4 ayant sauté. Entouré de journalistes professionnels, le jeune passionné de 24 ans découvre le processus de sélection des reportages diffusés à l'antenne. On voit généralement le produit fini à la télé. On ne se rend pas compte du grand travail qui est fait en amont. Et aujourd'hui, ça a été ma première fois de participer à une conférence de rédaction. Et vraiment, j'ai pris plaisir à le faire. Pour l'édition de 20h du jour, Kevin aura le privilège d'être aux côtés d'une présentatrice vedette, Marie-Laure Ngoran. 1 heure avant le journal, nous le retrouvons tiré à 4 épingles, en pleine préparation avec son coach. Parce qu'il faut te faire comprendre par celui qui t'écoute et partout où il se trouve et quel que soit son niveau. À l'aide du système en braille, Kevin prend minutieusement note car il devra s'exprimer ce soir en direct devant des millions de téléspectateurs. C'est quelque chose que je n'avais pas imaginé auparavant et c'est un rêve qui se réalise, je dirais. C'est bientôt l'heure du grand rendez-vous. Kevin prend congé de son coach et se rend à la salle de maquillage. Notre présentateur vient se rafraîchir le visage avant sa prise d'antenne. La figure scintillante, direction le studio. Le chef de plateau lui donne quelques indications. La journaliste est à votre droite, votre micro est là, et puis tout droit, c'est la caméra. À 20h, Kevin est rejoint en plateau par la présentatrice Marie-Laure Ngoran. Et comme prévu, elle lui cède le micro pendant le journal pour annoncer un reportage. Ces conventions signées par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie visent à diversifier et à augmenter les capacités de production d'électricité en Côte d'Ivoire. Suivant le reportage de Lansine Bakayoko. Au terme de l'édition, notre futur journaliste reçoit les félicitations de toutes parts. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, est même venu lui exprimer de vive voix sa fierté. Félicitations. Merci papa. Non, je suis fier de toi. Merci bien. papa. Voir un non-voyant animé d'autant de détermination, animé d'autant de courage, c'est un message qui est lancé à tous ceux qui rêvent, qui pensent que l'impossible ne peut pas devenir possible. Kevin est en train de leur dire l'impossible peut devenir possible. Ce que j'ai vu aujourd'hui à la télé, j'ai eu l'impression que c'est quelqu'un qui faisait le journal, comme Marie-Laure l'a dit, depuis plusieurs années. Félicitations. Félicitations, Kevin. Sur les réseaux sociaux, internautes et téléspectateurs sont également nombreux à témoigner leur admiration suite à la présentation de Kevin. Nous rencontrons quelques-uns d'entre eux dans les rues d'Abidjan. Hier, j'ai suivi le journal de 20h présenté par un aveugle. C'est une première en Côte d'Ivoire et j'ai trouvé ça excellent. C'était beau à voir. La RTI a montré qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. Les non-voyants comme les voyants peuvent présenter le journal parlé. En tout cas, vraiment, c'est une très bonne chose. Avec son passage sur le plateau de la RTI, Kevin démontre une fois de plus que le handicap n'est nullement un frein aux ambitions. Notre futur présentateur est plus que jamais motivé à travailler d'arrache-pied pour s'imposer à l'avenir dans l'univers des médias
en Côte d'Ivoire. Vous l'aurez donc compris, tout est possible à celui qui croit. En bref et en image, les savoir-faire liés à la fabrication de l'atiké, un plat ancestral et emblématique de la Côte d'Ivoire, ont été inscrits mercredi sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Mais incontournable de la richesse culinaire ivoirienne et profondément enracinée dans le quotidien des communautés. L'atiké est consommé tous les jours et à diverses cérémonies telles que les mariages, les baptêmes, les funérailles et les réunions communautaires, a expliqué Ramata Libakayoko, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation onusienne pour l'éducation, les sciences et la culture UNESCO. Elle s'exprimait lors de la 19e session intergouvernementale de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Asunción, la capitale du Paraguay. Autre volet de l'actualité maintenant, pour donner un coup d'accélérateur au développement et à l'autonomisation sociale et économique des populations vulnérables, notamment les femmes. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté et son collègue des ressources animales et halieutiques ont signé un accord cadre de coopération. Les détails avec Dangui Dangui. La fumée, le feu, la chaleur place visiblement le fumage de poissons sur la liste des activités génératrices de revenus les plus pénibles pour les femmes. Pour réduire la pénibilité de cette activité et donner un coup de fouet au développement et à l'autonomisation des populations vulnérables, le ministre de la Cohésion nationale, de la lutte contre la pauvreté et son collègue des ressources animales et halieutiques ont signé un accord cadre de partenariat. C'est d'amener les femmes à la pêche. À thème, c'est d'amener les femmes à être autonomes à travers la pêche, surtout les femmes de la zone côtière. Amener ces femmes-là à avoir, je dirais, du matériel pour la pêche, donc des pirogues. Amener ces femmes-là, nous projeter ensemble pour que ces femmes puissent avoir un espace pour vendre le fruit de leur labeur, c'est-à-dire le fruit de la pêche. Qui parle de poissons aujourd'hui dans le district d'Abidjan ou ailleurs, surtout le littoral, ce sont les femmes qui sont à la tâche pour faire le mareyage, c'est-à-dire le fumage de poissons. Et ce sont surtout les femmes qui souvent louent les pirogues pour pouvoir commander le poisson qui vient de la mer, etc. Nous commençons par les aspects de fumage de poissons à travers la mise à disposition de dispositifs améliorés, le four FTT de façon générale. Nous allons aussi certainement continuer avec les dispositifs de braisage de poulet. La signature de cet accord cadre relatif au développement et à l'autonomisation sociale des populations vulnérables va déboucher entre autres sur la formation en élevage, l'appui à la création de coopératives et au développement de l'aquaculture. Je vous propose maintenant de faire une halte à Adjamé pour suivre l'inauguration du centre commercial Farikou Soumaoro, du nom du député-maire de la commune. C'est une infrastructure aux normes internationales pour la promotion du commerce moderne avec un investissement privé de 3,8 milliards de francs CFA pour une capacité d'accueil de 600 commerçants. Léon Brou. Centre commercial Farikou Soumaoro du nom du député-maire d'Adjamé. C'est ce bâtiment de type R+4 avec sous-sol, occupant 1668 mètres carrés et comprenant 200 magasins et étals d'une capacité d'accueil de plus de 600 commerçants. Coût de la réalisation, 3,8 milliards de francs CFA pour renforcer, selon le premier magistrat, la vocation marchande de la commune d'Adjamé. Ce centre commercial répond à des besoins essentiels. La création d'emplois pour nos jeunes, le soutien aux petites et moyennes entreprises, l'amélioration des conditions de travail des commerçants, contribuant ainsi à une économie plus résiliente et équitable. Salue aussi cet investissement privé la Fédération nationale des acteurs du commerce, la Chambre de commerce et d'industrie et le ministre du Commerce. Tous voient en ce centre commercial un levier de l'amélioration de la contribution de 15% du secteur du commerce aux produits intérieurs bruts. En permettant l'accès à des produits diversifiés et ce à des prix compétitifs tout en offrant des services de qualité qui répondent aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Ce centre commercial s'inscrit donc pleinement dans la vision du président Alassane Ouattara
qui œuvrent sans relâche pour le développement harmonieux de notre beau pays. Promoteur du centre commercial Farikou Soumaoro d'Adjamé, le consortium des deux entreprises constructrices et la famille Emmanuel Alabi. Au chapitre santé, le club Rotary Abidjan Elixir a initié dans la localité de Sakassou une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer de la prostate. Une activité soutenue par Aoutou Kofi Emmanuel, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, et le ministre Jacques Assaoré Conan, qui ont offert des kits de dépistage. Jean-Yves Zadi, Sorokorna. Campagne de dépistage gratuit des maladies liées à la prostate à l'hôpital général de Sakassou, suivi d'une conférence de sensibilisation et d'information sur les maladies masculines, en particulier le cancer de la prostate. Cette initiative est à mettre à l'actif du club service Rotary Abidjan Elixir. Avec l'implication du ministre directeur de cabinet, avec le ministre président de conseil régional, l'implication du ministre de la Santé, c'était vraiment une belle occasion trouvée pour que les populations de Sakassou puissent bénéficier des derniers jours de la campagne du cancer de la prostate. La santé et le bien-être viennent vers ces populations. Il reste un petit effort et c'est leur volonté. Par la suite, toutes ces bonnes dispositions feront en sorte que les cas avérés soient accompagnés pour leur apporter la pleine santé. En matière de lutte contre le cancer, quand on prend les devants tôt, on se donne le maximum de chances de guérir. Donc, c'est une journée à encourager. Le poids normal de la prostate se situe entre 10 et 20 grammes. Les hommes de race noire sont les plus susceptibles de développer le cancer de la prostate. L'âge compris entre 45 ans et plus constitue aussi un risque favorisant cette maladie. On s'arrête à présent sur la cérémonie d'ouverture du séminaire international de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Réunis autour du thème « Culture endogène et éducation en Afrique », les académiciens ont partagé leur expérience pour promouvoir les valeurs ancestrales continentales. Olivier Kra, Victorine Yaoyowe. La transmission des valeurs africaines aux jeunes générations à partir des curricula académiques, voilà ce à quoi travaillent les savants de l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, ces intellectuels veulent ainsi contribuer à la valorisation et à la préservation des us et coutumes, des découvertes de la civilisation africaine. Qui est une activité transversale permettant de mener ensemble la réflexion sur l'avenir de nos sociétés. Des sociétés africaines à travers le prisme des cultures endogènes qui constituent l'ADN de nos sociétés. L'ASCAD, à la tête de l'une des institutions culturelles et scientifiques les plus prestigieuses de notre pays. L'occasion m'est donnée de réitérer à l'ASCAD et à ses membres ma disponibilité pour élargir et approfondir la synergie organique entre nos deux structures. Réunis ici à Abidjan, les académiciens se donnent 3 jours pour confronter leurs idées. L'une des innovations les plus attendues, l'intégration de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux dans leur démarche. Le meilleur moyen, juge-t-il, de jeter un pont entre les générations africaines passées, présentes et celles à venir. Avant de refermer les portes de l'actualité nationale, rendons-nous à Grand Bassam pour suivre la cérémonie de remise des clés de la nouvelle mosquée Fatima Zahra. Après une année de travaux d'extension et de rénovation, la mosquée Fatima Zahra affiche un visage reluisant. C'est ce que nous apprennent Amidi Arasuba et Ulrich Adongon. Eugène Akaolé, président du conseil régional du Sud Komwe, a procédé à la remise symbolique des clés de la nouvelle mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam. Bâtie sur une superficie de 1850 m², elle comprend une salle de prière, un bureau du président du COSIM, une salle de réunion, faisant d'elle la plus grande mosquée du Sud Komwe. C'est un sentiment de joie, vu la beauté de cette œuvre architecturale. Pour le premier responsable de la région et le guide suprême de la communauté musulmane, cette œuvre démontre la cohésion et l'entente qui prévaut entre les fils et filles de la localité. Nous sommes aujourd'hui heureux que le guide suprême, Cheikh Ayman Ousmane Diakité, vienne
avant même le jour J, dans quelques semaines, viennent ici, d'abord pour nous faire bénéficier des toutes premières prières dans cette mosquée. Et également, c'est une manière de nous féliciter pour l'engagement que nous avons eu. Nous sommes heureux et tout ce que je peux dire comme message à la communauté, c'est d'être unis, c'est d'être disciplinés. Quand vous êtes disciplinés, vous êtes bien organisés, vous avez les bonnes volontés pour vous aider. L'inauguration de la mosquée est prévue pour le samedi 7 décembre prochain. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, en France, moins de 6 mois après le coup de massue de la dissolution, l'Assemblée nationale a renversé le gouvernement de Michel Barnier, un geste inédit depuis 1962. La motion de censure du nouveau Front populaire a été votée par 331 députés, soit 43 de plus que le seuil requis de 288 voix. Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce jeudi à 20h, heure locale. Point final. Merci à vous tous de votre attention. Dieu nous garde. Bonsoir.